Myra, est-ce que c'est toi qui as fait ça? Did you kill your friend? Pas de réponse. Seulement des larmes, alors qu'elle sortait de prison. C'est une femme que la police accuse d'avoir commis un meurtre odieux, en poignardant prétendument la victime plus de 100 fois. Mira Velasquez semblait mener une vie de luxe jusqu'à son arrestation ce mois-ci. Elle est désormais accusée de meurtre, passible de la peine de mort, dans une affaire datant de 2012. La police affirme détenir de l'ADN prouvant sa culpabilité. Mais son avocat de la défense avance des arguments intéressants alors qu'elle est désormais libre sous caution, une caution qui semble étonnamment basse. Nous suivons l'affaire présentée par Law & Crime. Je suis Chris Stewart. Vous vous souvenez peut-être quand la police a annoncé avoir identifié le suspect du meurtre non résolu d'une femme poignardée plus de 100 fois en 2012. Une détective, submergée par l'émotion et en larmes, a été interrogée sur ce que représentait le fait d'apporter un certain apaisement à la famille de la victime attendant la justice depuis 14 ans. Mais ça, franchement, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Quelle est l'autre partie? Quel est le point de vue de la prévenue? Eh bien maintenant, nous commençons à entendre la défense de Mira Velasquez et à découvrir quelle pourrait être sa perspective sur cette affaire. Voici une vidéo de Mira Velasquez, inculpée de meurtre, passible de la peine de mort, sortant de la prison du comté de Tarrant au Texas cette semaine. Son avocat affirme qu'elle n'est pas coupable. Sa caution a été fixée à 450 000 $, ce qui, soyons honnêtes, est relativement bas pour une accusation de meurtre passible de la peine de mort. Cela semble étonnamment bas, compte tenu de l'accusation à laquelle elle fait face. Et on peut se demander ce que cela signifie quant à la solidité du dossier contre cette agente immobilière, mère et épouse. L'avocat de la défense de Velasquez s'exprime publiquement, et il affirme que sa cliente est innocente. Cela n'est peut-être pas surprenant. C'est souvent ce que disent les défenseurs des accusés. Mais c'est la façon dont son avocat de la défense conteste, selon les informations, l'idée que le dossier contre sa cliente était sans faille, dont nous allons parler ici dans un instant. Il faut se demander, quelle est la suite pour Velasquez? Comment les autorités peuvent-elles s'assurer qu'elle ne s'enfuit pas, étant donné la possibilité qu'elle puisse potentiellement être condamnée à mort dans cette affaire? Maintenant, il ne semble certainement pas que Mira Velasquez ait passé les 14 dernières années accablée par la culpabilité d'avoir ôté une vie. Évidemment, les réseaux sociaux ne nous montrent qu'un aperçu de ce que quelqu'un a fait. Mais quand on regarde ces réseaux sociaux, elle travaillait apparemment comme une agente immobilière à succès dans la région de Dallas-Fort Worth. Et elle semble avoir été mariée. Elle est la mère d'un fils qui est né l'année après que la police affirme qu'elle aurait tué son ami. Et alors, elle a vraiment voyagé. Paris, la Jamaïque, d'autres parties de l'Europe, l'Amérique du Sud. Je veux dire, elle semble vraiment avoir vécu un rêve avec sa famille à ses côtés. Maintenant, avant d'aborder à quoi pourrait ressembler sa défense, pourquoi son avocat affirme qu'elle est innocente? Innocente? Je veux vous expliquer rapidement comment. La police dit qu'elle a fait le lien et a identifié Mira Velasquez comme la meurtrière présumée dans cette affaire. Alors commençons par la victime, Ira Sema Chavez. Elle avait 33 ans lorsqu'elle a été retrouvée morte dans son appartement, poignardée à mort à l'intérieur de son logement en janvier 2012 à Arlington, au Texas, près de Dallas. Encore une fois, elle aurait été poignardée plus de 100 fois. Imaginez combien de temps cela a pu durer. Et sans vouloir être morbide, mais combien de temps il faudrait réellement pour faire cela? C'est horrible. L'un des principaux éléments de preuve que la police a diffusé au public alors qu'ils recherchaient le meurtrier est cette vidéo, qu'ils disent provenir de la nuit du meurtre de Chavez. C'est une vidéo de surveillance à l'extérieur de son appartement, montrant cette silhouette sombre en soie-vêtements montant les escaliers, allant jusqu'à la porte de son appartement. La tête est baissée. Il semble qu'elle essaie d'ouvrir la porte, mais ensuite elle attend, simplement. Et après environ 1 minute, elle entre à l'intérieur. Le lendemain, la famille est allée prendre des nouvelles de Chavez. Et c'est là qu'ils l'ont trouvée morte. Les médecins légistes du comté de Tarrant ont conclu qu'elle avait reçu plus de 100 coups de couteau. Une télévision a été signalée manquante dans l'appartement. Nous pensons que le meurtrier a pris la télévision. Les détectives de l'époque ont mené une enquête très approfondie, suivi plusieurs pistes, mais ils n'ont pas pu totalement identifier le suspect. Voici ce que nous savons sur la scène du crime. Il n'y avait aucun signe d'effraction, et vous venez de voir cette vidéo-là.
Cela signifie-t-il que Chavez connaissait son meurtrier? Quelqu'un qu'elle aurait simplement laissé entrer dans leur appartement? Peut-être parce qu'il y était déjà venu auparavant? La piste solide que nous avions était une gouttelette de sang frais retrouvée sur le meuble télé de la chambre à l'intérieur de l'appartement. Le laboratoire de police scientifique a déterminé que l'échantillon de sang ne provenait pas de la victime et qu'il appartenait à une femme hispanique non identifiée. Les détectives vont intégrer le profil ADN dans CODIS, qui est une base de données nationale utilisée pour comparer les profils ADN dans les enquêtes criminelles. Mais nous n'avons jamais obtenu de correspondance. Donc, cette affaire, en 2012, 2013, 2014, et ainsi de suite, elle est restée non résolue. Il n'y a eu aucune arrestation. En 2016, 4 ans après le meurtre, un échantillon de sang a été fourni à une entreprise de test ADN appelée Parabon Nanolabs. C'était encore l'échantillon de sang retrouvé sur un meuble télé de l'appartement. Et les forces de l'ordre affirment qu'il était frais, qu'il proviendrait de quelqu'un présent dans la période où ils disent que Chavez a été assassiné. Ensuite, Parabon Nanolabs a établi un profil de l'apparence possible du propriétaire de ce sang, le tueur potentiel. Et voici ce qu'ils ont trouvé. Il s'agirait d'une femme, supposée être dans la vingtaine, et quand on regarde cela, il faut admettre qu'il y a une très forte ressemblance avec Mira Velasquez. Mais, en 2016, cela sort, aucune arrestation et l'affaire reste non résolue. On arrive en 2024. Et c'est là que le FBI s'implique. Ils prennent l'échantillon d'ADN et l'analysent avec la généalogie génétique. Et on a déjà vu cela résoudre des affaires non élucidées auparavant. C'est quand on prend un échantillon d'ADN, dans ce cas le sang, et ensuite on le compare avec des bases de données publiques. On pense à des sites de généalogie. Et on regarde s'il y a des correspondances avec quelqu'un qui pourrait être apparenté au propriétaire de cet échantillon. Et plus tôt cette année, le FBI dit qu'ils ont pu relier cet échantillon à Mayra Velasquez. Les forces de l'ordre n'ont pas donné plus de détails sur ce qui précisément a permis d'identifier une correspondance dans cet ADN pour pouvoir dire que c'est elle qui correspond au sang. La police d'Arlington, au Texas, a ensuite suivi Mayra Velasquez. Ils l'ont placée sous surveillance et ont attendu qu'elle jette des déchets. Et apparemment, elle a déjeuné avec des amis dans un restaurant. Et c'est à ce moment-là que les forces de l'ordre interviennent après le départ de Mira. Ils prennent certains des objets, y compris une fourchette, et la fourchette aurait révélé la présence de cet échantillon d'ADN retrouvé au domicile de Chavez en 2012. C'est ce qu'a rapporté la chaîne de télévision WFAA. Il était une amie proche de la victime vivant à quelques kilomètres de la scène du crime. Avec ces nouvelles informations en main, notre unité des homicides a commencé à mener une enquête complémentaire sur Mme Velasquez. En mai, ils ont pu obtenir un échantillon d'ADN à partir de déchets jetés et nous l'avons envoyé à notre laboratoire de criminalistique pour une analyse plus approfondie. Le laboratoire a déterminé que l'ADN correspondait à la goutte de sang retrouvée sur la scène du crime. La police a arrêté Mira Velasquez. Ils l'ont fait lors d'un contrôle routier et l'ont inculpée de meurtre passible de la peine de mort. En plus du lien ADN, ils affirment que le portable de la victime a révélé des informations sur leur relation. Cependant, ils ne diront rien de plus sur la nature de leur relation, à part qu'ils étaient de proches amis. Ils disent aussi que Velasquez était déjà allé dans l'appartement de Chavez auparavant. Cependant, la police n'a pas d'arme du crime, et nous ne savons pas quel pourrait être le mobile potentiel d'un meurtre, surtout un aussi horrible que celui-ci. La police dit que Mira a bien accordé un entretien à la police, mais ils ne veulent pas révéler ce qu'elle a dit, à part que cela serait utile à l'accusation. Quand les autorités ont désigné Mayra Velasquez comme suspecte du meurtre de Chavez lors de la conférence de presse, on sentait que les forces de l'ordre ressentaient un certain soulagement. Elle est innocente jusqu'à preuve du contraire, mais cette arrestation a été un moment clé dans cette affaire. Ils ont clairement dit qu'ils ne croient pas que quelqu'un d'autre ait été impliqué dans le meurtre d'Ira C. Chavez. Et puis il y a ce moment où un membre des forces de l'ordre se voit demander ce que cela signifie pour eux d'apporter un certain apaisement à la famille de Chavez. Monsieur Velasquez, je suis désolée. Je suis désolé. Madame Velasquez a été entendue. Et lors de cette audition, nous avons appris des informations qui seront utiles dans ce processus. Je ne le divulguerai pas pour l'instant. Elles étaient amies. Et Madame Velasquez était déjà venue dans l'appartement auparavant.
Nous avons obtenu quelques informations d'elle lors de l'entretien, ce qui aidera dans les poursuites engagées contre elle. Sur cette chaîne, nous parlons de crimes, d'enquête et de justice. Pourtant, une menace reste rarement à la une des journaux. Les informations personnelles qui sont collectées et vendues à votre sujet en ligne. Si je vous disais que votre adresse, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille sont achetées et vendues en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, le vol d'identité et peuvent compromettre votre vie privée. C'est pourquoi j'aime Incogni. Saisissez votre email et Incogni détecte automatiquement où vos données sont exposées, puis envoie des demandes de suppression pour vous. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés indiquant exactement où vos données ont été supprimées et, avec l'abonnement illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occuperont du reste. La mise en route ne prend que quelques minutes et après une autorisation ponctuelle, Incogni fait le plus gros du travail pour vous. Reprenez dès aujourd'hui le contrôle de votre vie privée. Utilisez mon code spécial pour bénéficier 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trompent pas. Et vous voyez l'émotion là, chez ce détective. Mais ça, c'est... Comme nous le voyons, comme dans tous les cas, ce n'est qu'un côté de l'histoire. Que dit la défense? Cette agente immobilière était-elle vraiment quelqu'un qui, pendant des années, essayait de se construire une vie pour laisser derrière elle le souvenir horrible d'un crime terrible, vraiment terrible? Je précise que nous avons laissé plusieurs messages à l'équipe juridique de Velasquez pour qu'ils viennent expliquer leur point de vue dans cette émission. Nous n'avons pas eu de réponse, mais l'invitation reste valable. Son avocat, Frank Sellers, a accordé une interview à la chaîne de télévision CBS à Dallas et il dit que Mayra Velasquez ne comprend pas pourquoi elle est accusée de meurtre, ne comprend pas pourquoi elle est accusée de meurtre. Citation. Je crois qu'elle est totalement paralysée actuellement. Je suis allé lui rendre visite ce matin et elle a demandé pourquoi il s'agissait d'un meurtre aggravé. Elle a été choquée lorsqu'on lui a dit que c'était parce qu'une télévision avait été volée. Je pense. Ces mots étaient « Pourquoi voudrais-je une télévision ?» Fin de citation. Rappelez-vous, la télévision manquait dans l'appartement de Chavez en 2012. Et Sellers semble également s'en prendre à cette vidéo. Cette vidéo de la personne entrant dans l'appartement de Chavez la nuit où elle a été assassinée, montant les escaliers et entrant dans l'appartement. Il a dit, je cite, « 10 minutes après que la personne que nous voyons dans la vidéo entre dans cet appartement, la surveillance est coupée. » Donc, je pense que la conclusion la plus probable à tirer est que la personne qui a coupé la surveillance est, selon toute vraisemblance, celle qui a commis le meurtre. Il a également dit que lorsqu'il regarde la vidéo, il a l'impression que la personne que vous voyez monter ces escaliers est un homme, pas une femme. Maintenant, les procureurs n'ont pas commenté ces déclarations faites par Sellers. Mais Sellers a également fait un commentaire très intéressant sur la généalogie génétique et ses affaires non résolues qui ont été élucidées grâce au test ADN. Apparemment, selon CBS, cette affaire fait partie de plusieurs affaires non résolues élucidées ce mois-ci dans la région de Dallas-Fort Worth. Et CBS écrit dans leur article, je cite, « L'avocat de Velasquez affirme sans preuve qu'il ne croit pas que le fait que les autorités locales résolvent autant d'affaires non résolues soit une coïncidence. » Ils disent que c'est ce que Frank Sellers leur a dit. Et c'est intéressant. Et je pense qu'il est important d'en parler. Il a dit, je cite, « Il semble vraiment qu'il y ait eu un effort coordonné au cours des 3 ou 4 dernières semaines pour diffuser beaucoup d'actualités sur des affaires non résolues qui ont été élucidées. » Et celle-ci fait partie de celles qui ont été prises dans ce coup de filet. Je pense qu'il doit y avoir eu une subvention gouvernementale d'une certaine sorte qui a servi à rassembler ces affaires et à essayer de résoudre ces affaires non résolues. Maintenant, Sellers a également déclaré qu'il avait demandé que la caution soit fixée à 450 000 $. Et il dit que l'accusation ne s'y est pas opposée. Et c'est la caution que le juge a fixée, un montant que Velasquez a pu payer. Et maintenant, elle est sortie de prison, même si elle est accusée de meurtre passible de la peine de mort. Apparemment, parmi les conditions de sa caution, elle doit porter un bracelet GPS et elle n'a pas le droit de quitter les comtés de Tarrant ou de Dallas. Rejoignez-nous maintenant pour en parler davantage avec L'avocat pénaliste et ex-procureur Safa Robinson Ferreira. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur Law & Crime. Quand j'ai entendu 450 000 pour une suspecte de meurtre passible de la peine de mort et que vous la voyez sortir de prison, qu'est-ce que cela vous dit sur cette affaire, qu'elle ait pu payer la caution
et que la caution ait été fixée à ce montant, à moins d'un demi-million de dollars pour une accusation aussi grave. C'est vraiment intéressant que sa caution ait été fixée aussi bas par rapport à beaucoup d'autres affaires de meurtre passibles de la peine de mort. Dans ces affaires, l'accusé est souvent détenu sans possibilité de libération sous caution en raison des accusations et du risque pour la communauté. Et aussi en raison du risque qu'il prenne la fuite s'il était condamné. Et donc, en fait, nous ne voulons pas, ou le tribunal ne veut pas, qu'un meurtrier potentiellement condamné prenne la fuite à l'étranger ou mette éventuellement quelqu'un d'autre en danger. Mais la caution de 450 000 dollars, accompagnée du bracelet GPS, semble être une sorte de compromis. Les allégations dans cette affaire remontent à environ 14 ans. Donc, pendant cette période, la prévenue dans cette affaire semble avoir mené une vie productive. Elle a voyagé, elle a obtenu sa licence immobilière et a continué à mener ce qui semble être une vie saine et productive. Nous savons aussi qu'elle n'a pas d'antécédents criminels. Ainsi, le tribunal va prendre en compte plusieurs facteurs, y compris le risque de fuite et la menace pour la communauté, qu'elle ait ou non des antécédents criminels, ce que nous ne pensons pas. Ils peuvent aussi examiner la solidité du dossier de l'accusation. Je ne sais pas si, dans cette affaire datant de 14 ans, si leur dossier est aussi solide qu'il pourrait l'être, contrairement à quelqu'un qui aurait peut-être été accusé d'avoir tué quelqu'un il y a 1 an et pour lequel il dispose de preuves récentes et nouvelles, des preuves rapidement recueillies dans l'affaire. Je pense que la juge a en quelque sorte coupé la poire en deux en lui permettant de rester libre sous caution avec un bracelet électronique. Parce que, vous savez, il y a eu cette conférence de presse lorsqu'ils ont annoncé son arrestation, et le FBI était là ainsi que les autorités locales. Et c'est comme si vous aviez ce détective qui devient ému en parlant du moment où ils ont annoncé à la famille de Yarosima Chavez qu'ils avaient procédé à cette arrestation. Et c'est comme, vous entendez ça. Et je sais que ce n'est qu'une partie d'histoire. Il y avait, presque, je sais qu'il y a des allégations, mais comme un sentiment de soulagement, comme si on avait réussi. Et je n'aurais pas imaginé qu'une semaine plus tard, on la verrait sortir de prison. En ce qui concerne les affaires non résolues, et nous avons vu beaucoup d'affaires non résolues élucidées, cette généalogie génétique a été, vous savez, très efficace pour aider à résoudre des affaires qui semblaient impossibles à élucider à une certaine époque. Mais comment cela affecte-t-il une affaire en sachant que ce dont nous parlons, les preuves qui ont été recueillies, les auditions qui ont été menées à l'époque, nous évoquons quelque chose datant de 14 ans? Cela peut certainement avoir un impact sur une affaire, et plutôt de façon positive. Je pense qu'une partie de la raison pour laquelle personne n'a jamais été arrêté jusqu'à récemment, c'est à cause du manque de preuves ADN, ou du moins la capacité de tester ces preuves ADN génétiques. Cela a finalement montré qu'elle était la suspecte présumée dans l'affaire. Et donc, ce qui arrive souvent, je pense, c'est que à mesure que la science évolue et que le système juridique évolue, il y a plus de mécanismes qui sont mis en place pour s'assurer que, vous savez, les tests ADN et d'autres preuves fondées sur la science sont présentées et traitées de manière appropriée et correcte. Et encore une fois, à mesure que le monde, vous savez, évolue avec l'IA et toutes les autres capacités, il y a une volonté accrue de pouvoir résoudre ce genre de crime. Parce que je pense aussi, cependant, que si vous êtes son avocat de la défense, vous savez, ces preuves ont été recueillies en 2012. Et les choses ont changé depuis, j'en suis sûr, dans la façon dont les services de police collectent les preuves sur une scène de crime. Comme vous savez, pour vous mettre dans la peau de l'avocat de la défense que vous êtes. Je veux dire, comment pouvez-vous attaquer? Comme le cadre temporel est peut-être, et la police semble assez confiante quant à la façon dont les preuves ont été recueillies, mais comment cela fonctionne-t-il pour la défense de pouvoir dire, je veux dire, tout cela s'est passé il y a si longtemps? Absolument. Donc, l'une des choses sur lesquelles l'avocat de la défense va vraiment se concentrer ici, c'est la chaîne de possession et aussi le manque de capacité à préserver cette preuve ADN. Donc, nous devons savoir qui a prélevé cet échantillon d'ADN, quand il a été prélevé, par combien de personnes il est passé, avant d'être stocké, avant d'être testé, et y a-t-il eu une quelconque rupture dans l'intégrité de cette preuve ADN? Donc, encore une fois, qui y a eu accès? Comment a-t-elle été stockée? Était-elle dans un état sûr et approprié? Vous savez, si c'est dans une glacière, vous savez, est-ce que la température était appropriée? Et toutes ces choses qui, au final, pourraient influencer la possibilité que la preuve ADN soit altérée d'une manière ou d'une autre. Et l'avocat de la défense va dire, écoutez, cette affaire remonte à 14 ans. Il est probable que vous n'ayez pas obtenu cette preuve correctement et que vous l'ayez gardée tout ce temps. Est-ce que cela a été stocké de manière appropriée et correcte pour garantir l'intégrité de cette preuve ADN? Et ce que les gens ne réalisent pas non plus, c'est que 14 ans, c'est long.
Donc les personnes qui étaient responsables de l'obtention de cette preuve, elles doivent être appelées comme témoins pour témoigner lors d'un procès. Donc malheureusement, parfois certaines personnes décèdent. Si c'est le cas pour quelqu'un qui aurait pu faire partie de la chaîne de possession et de l'obtention de cette preuve ADN, cela va certainement influencer la solidité du dossier de l'accusation et ce qu'ils pourront prouver. Parce que si nous avons des témoins qui ne peuvent pas témoigner ou qui sont absents, ou s'il n'y a pas eu de choses consignées par ces témoins à l'époque et qu'ils ne sont plus là pour témoigner devant nous aujourd'hui, cela sera sûrement un obstacle pour l'accusation. Vous savez, je suis évidemment extérieur à cette enquête, comme nous tous. Et nous observons cela. Dans beaucoup de ces affaires, c'est comme si on avait l'ADN et qu'on se disait « ils les ont eus, n'est-ce pas ?» Voilà. On a vu, d'autres affaires non résolues ont été élucidées grâce à l'ADN. Je me souviens d'une affaire où de l'ADN sous les ongles de la victime montrait qu'elle s'était débattue. Dans une autre affaire, l'ADN peut se trouver par exemple sur l'arme du crime. Dans ce cas, le lien ADN prouve que, vous savez, cette goutte de sang appartient potentiellement à Mira Velasquez. Et la police affirme cela. Et je suis sûr que cela sera débattu, car la goutte de sang était assez fraîche pour correspondre à l'heure à laquelle la silhouette mystérieuse est entrée chez elle la nuit de son assassinat. Qu'est-ce qui te frappe avec ça? C'est une goutte de sang sur un meuble télé. Ce n'est pas comme une goutte de sang qui serait sur une arme du crime ou quelque chose comme ça. On dirait que c'est une porte ouverte pour la défense ici, juste en se basant sur ce qu'on sait. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup d'autres preuves qu'on ne connaît pas. Si ces femmes étaient amies, comme cela a été présenté, il y a de fortes chances que l'ADN de l'accusé se soit retrouvé dans son appartement de toute façon. Si elle lui a déjà rendu visite, si elle a déjà passé du temps chez elle, alors il y a de fortes chances que l'ADN de l'accusé s'y soit trouvé de toute façon. Maintenant, le fait que, ou ce que nous pensons, sera établi que la preuve ADN appartient à l'accusé. Et elle se trouvait sur le meuble télé. Cela crée certainement l'idée, ou crée de façon circonstancielle l'idée qu'elle aurait pu commettre ce crime. Est-ce que c'est gagné d'avance? Non, nous n'avons toujours pas d'arme du crime. Nous ne savons pas quelle raison, s'il y en a une, aurait pu être le mobile. Pas que l'accusation doive prouver le mobile, mais il faut que cela ait du sens. Vous savez, l'allégation ici est qu'il y a eu un meurtre. Je crois qu'il était question du vol d'un téléviseur, des choses comme ça. Et être poignardé une centaine de fois est certainement un crime passionnel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avant cet incident qui aurait pu montrer que l'accusé avait réellement une raison ou un mobile pour commettre ce crime? Ce qui me frappe aussi, c'est qu'il semble y avoir des preuves d'un système de surveillance au domicile de la victime qui montre une silhouette entrant environ 10 minutes avant que la surveillance ne soit coupée. L'avocate de la défense affirme qu'il s'agirait d'un homme. Alors, y a-t-il quelqu'un d'autre qui aurait pu être suspecté? Nous savons que le ministère public dans cette affaire affirme que non, il n'y en a pas. Il faut tout de même explorer cela, car dans des affaires avec une centaine de coups de couteau, il s'agit sûrement d'un crime passionnel. Nous savons que dans les affaires de violence domestique, si c'est ou aurait pu être un homme, bien sûr, dans les affaires de violence domestique, il y a des situations où si c'était un homme, peut-être un ex-partenaire, ou s'il y a eu de la violence domestique entre eux, s'il y avait effectivement un homme, et nous ne savons toujours pas, cela reste à déterminer, la probabilité que ce soit un incident de violence domestique plutôt qu'un meurtre commis par un ami. Comment le prouver? Nous avons une vidéo de Mayra Velasquez marchant. C'est la première fois qu'on la voit en personne, contrairement aux photos sur les réseaux sociaux. La presse locale était présente, alors qu'elle sort de prison sous caution. Mais la présentation différait, par exemple, de cette personne que la police pense être elle en 2012, montant les marches de cet immeuble. Comment feriez-vous si vous étiez l'accusation? Prouver, et j'imagine que cela va dans les deux sens, parce que ce serait aussi la défense. Comme l'avez-vous? Si vous êtes avocat de la défense, cela va jusqu'au procès. Par exemple, la faites-vous marcher dans la salle d'audience? Les gens la voient car vous la regardez, en survêtement, la tête baissée. C'est difficile de dire qui c'est à ce moment-là. Pourriez-vous prouver qu'il s'agit ou non de Mira Velasquez? Et vous posez la bonne question, parce qu'avec cette affaire va reposer sur l'identité. Nous savons déjà qu'il est incontesté que cette femme a été assassinée. Il est incontesté quant à la manière dont elle a été assassinée, mais c'est l'identité de la personne qui a commis l'acte. Donc, afin de prouver ou de réfuter que c'était l'accusé dans cette affaire, si moi, en tant qu'avocate de la défense, je crois que c'était un homme, comme son avocate de la défense l'affirme, tu as raison. Je vais lui demander de se lever et de marcher. C'est une preuve démonstrative, marcher devant le jury pour qu'il voie à quoi elle ressemble physiquement.
Ou encore trouver des photos de son apparence à l'époque. Tu sais, Sa taille correspondait-elle à celle de la personne vue sur la vidéo? Son poids correspondait-il aussi à celui de cette personne à cette date-là? Est-ce que cela correspondait plus à ce que la défense va avancer, donc un homme? Si c'est le point de vue de la défense, tu voudras la faire venir devant le jury. La faire marcher devant le jury pour montrer que cela ne correspond pas à l'identité de la personne sur la caméra de surveillance. Si je suis la procureure et que je dis non, c'est cette femme, c'est la personne et ce n'est pas un homme, alors je vais le souligner et tu sais, on ne peut pas obliger une accusée à témoigner. Je vais donc m'efforcer de désigner la personne à la table de la défense, l'accusé. Quand on parle de l'identité de la personne dans cette vidéo, la silhouette de l'accusé à ce moment-là, ou sa morphologie physique à ce moment-là, correspond à celle de la personne présente dans la vidéo. Oui, il se peut qu'elle ait porté un sweat à capuche à ce moment-là. Oui, il se peut qu'elle ait eu des vêtements supplémentaires, mais sa silhouette correspond à celle de la personne qui se trouve dans cette vidéo de surveillance. Et aussi, qui aurait su, qui aurait visité cet appartement et qui aurait eu une raison de savoir qu'il y avait une caméra de surveillance, de la couper et de savoir comment faire cela. C'est aussi un très bon point. Oui, parce que moi-même, je ne saurais même pas comment faire ça. Et qui sait, en 2012? Je veux dire, l'accès à ce genre de choses, ce n'est pas très clair non plus. Depuis 2012, on pourrait penser qu'une vidéo aurait circulé, cette affaire restant non résolue si longtemps. Déclaration intéressante de l'avocat de Mira Velasquez, Frank Sellers. Et CBS dit qu'il dit quelque chose comme, ou sa citation est, on dirait qu'il y a eu un effort coordonné ces 3 ou 4 dernières semaines pour publier de nombreux articles sur des affaires non résolues et élucidées. Dans ce cas, c'est l'une de celles prises dans le filet. Je pense qu'une subvention gouvernementale a permis de regrouper et tenter de résoudre ces affaires non élucidées, ce qui, il travaillait dessus depuis longtemps, avec des articles de presse datant de 2012, 2016, 2020 et 2024. Il tentait de résoudre cette affaire depuis des années. C'est une coïncidence que tant d'affaires non élucidées soient résolues simultanément. Il cherche sans doute juste à contester ce qui est en train de devenir la norme. C'est devenu courant que ces affaires non élucidées soient finalement résolues. Et il y a quelque chose que, vous savez, les services de police aiment pouvoir faire. Quand il s'agit d'ADN, cela pose la question, à quel point est-il difficile pour un avocat de la défense de contester les résultats, qu'il s'agisse de généalogie génétique ou de tout lien ADN? Il peut être très difficile de contester les résultats. Donc, ce qu'un avocat de la défense essaierait finalement de faire, c'est de contester la façon dont les éléments de preuve ADN ont été conservés. Contester également la manière dont les tests ont été effectués pour soutenir qu'ils manquent de fiabilité. Donc, en supposant que cette affaire soit jugée, je m'attends à ce que son avocat de la défense dise à un moment donné que les tests manquent de fiabilité. L'intégrité de l'échantillon d'ADN a été altérée et il n'a pas été conservé de manière appropriée. Remettre en question, les personnes qui effectuent les tests sont-elles réellement qualifiées pour effectuer ce type de test? Ont-elles d'autres affaires où elles auraient pu mal identifier l'ADN ou commettre des erreurs avec les échantillons d'ADN qu'elles avaient auparavant? Tous ces éléments vont entrer en jeu et ce sont précisément ces points qu'une avocate de la défense voudra contester, en plus, dans cette affaire particulière de la vidéo de surveillance. Je m'attends à ce que l'avocate de la défense argue aussi qu'il n'y avait aucun mobile pour que la prévenue agisse ainsi. Pourquoi voudrait-elle voler une télévision? À ce moment-là, elle aurait peut-être avait déjà sa propre télévision ou peu importe l'argument qui sera avancé. Et l'essentiel, c'est qu'au bout du compte, l'accusation doit prouver chaque élément de chaque infraction au-delà de tout doute raisonnable. Ici, il s'agit d'un meurtre passible de la peine capitale. Non seulement cela, mais ils vont aussi devoir prouver l'identité de la personne qui a commis cet acte. Et la défense va s'attaquer à cela. Que l'ADN n'est pas suffisant, qu'ils étaient amis, qu'elle était déjà venue auparavant, que son ADN était déjà présent, parce qu'elles ont passé du temps ensemble là-bas, et que cette tache de sang n'est pas suffisante pour condamner l'accusé pour meurtre. Nous verrons ce qui se passera, car les forces de l'ordre gardent encore beaucoup d'informations secrètes. On sait pour le sang, et des éléments liés au téléphone portable. Mais oui, on doit se dire qu'il y a sûrement quelque chose qu'ils n'ont pas encore révélé. On verra ce qui va se passer. Mais c'est une affaire très intéressante, vraiment très intéressante. Et c'est aussi une affaire où cette famille attend des réponses depuis 14 ans. Nous verrons si cela répond à la question de savoir qui leur a pris un être cher. Safa Robinson Ferreira, avocate de la défense pénale et ancienne procureure, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur Law & Crime.
Merci d'être avec nous. Merci Chris de m'avoir invité. C'est tout pour cette édition de On the Case, présentée par Law & Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Spotify. Nous diffusons également sur Peacock. Je suis Chris Stewart, on se retrouve la prochaine fois.